Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous emmener en voyage vers la Chine. Mais pas cette Chine qu'on a l'habitude de voir au cinéma, enfin ça dépend des films que vous voyez aussi. Le premier long métrage d'un certain Bigan, sorti en 2015, donc il y a 10 ans. Kylie Blues, ça c'est son nom à l'international, le titre original c'est Lubian Yekan, je pense que je prononce très mal, hein, mais bon. En traduction ça donnerait pique-nique au bord de la route. Très étrange. Et si je parle de ce monsieur, c'est qu'il y a quelques mois, presque années maintenant, hein, j'avais évoqué son En grand voyage vers la nuit avec l'ami Desgadi. Ça avait été une claque expérimentale d'une certaine manière. Et dans quelques semaines, si tout va bien, en France sort son Résurrection, qui avait un peu divisé à Cannes, mais qui avait sublimé pas mal de personnes aussi dans leur rapport au 7e art, peut-être d'ailleurs des gens qui découvraient là le cinéma d'un metteur en scène particulier, qui a, on va dire, appris le cinéma et tombé amoureux de cet art grâce à Stalker de Tarkovsky. Il a aussi touché à la poésie, on le voit là, d'ailleurs ici dans cette œuvre, à l'architecture, peut-être aussi, et attendez-vous à une narration particulière là, que ce soit ici ou dans Un grand voyage vers la nuit, et je l'imagine dans Résurrection. Alors au casting ici, aucune tête connue, puisqu'il a pris des potes, voire même des membres de sa famille, hein, au casting. Le personnage principal de Shen Shen est joué par Yong Yong Chen, et il n'a pas de page Wikipédia, donc voilà. Et pour le tournage, il a commencé avec une équipe professionnelle qui très vite a lâché prise, peut-être parce qu'elle n'a pas su lâcher prise avec, on va dire, le rapport particulier aux images et à la philosophie de Bigan. Et donc, ce sont des amis à lui qui ont terminé donc, la confection d'une œuvre qui est très personnelle, forcément, qui est un petit peu basée sur le bouddhisme aussi. Et je dis cela parce que il avait fait un court-métrage en 2013 que je n'ai pas vu, mais qui s'appelait la Sutra du Diamant, ou le Sutra, je ne sais pas, bon bref, que je n'ai donc pas ici pu mettre en lien direct avec ce film, mais peut-être que cette œuvre longue en est la continuité. Alors, pour le synopsis, on va faire simple, il n'y a pas de spoiler à faire hein, dans ce genre de métrage, il faut rentrer dedans et se laisser aller. On va suivre donc Chen, qui est médecin dans une petite ville rurale, oui, enfin, dans la ville de Kylie, hein, Kylie Blues, Kylie qui sera aussi montrée dans Un grand voyage vers la nuit, peut-être dans son prochain, puisque c'est la ville originaire, dont est originaire, Bigan, donc il met beaucoup de ce qu'il a vécu, de ses espaces et de ses souvenirs dans ses travaux. Donc c'est une ville qui est dans la province subtropicale du Guizhou en Chine, donc c'est pas forcément cette Chine qu'on voit tout le temps, ville brumeuse, humide, il pleut souvent, ok. Et on voit que c'est pas la condition sociale la plus ultime, quoi. On apprend qu'il a perdu sa femme, il a été en prison, et c'est un ancien membre des triades, ok. Et en fait, alors qu'il est devenu médecin, tranquille, qu'il a une collègue plus âgée que lui avec qui il discute souvent et qui le soigne, la docteure qui soigne le docteur, ok, et ben il s'occupe aussi de son neveu, qui s'appelle Wei Wei, qui est plus ou moins abandonné par son père qui est un petit peu ailleurs, et un beau jour, ce père décide de vendre son fils. Voilà. Ça pose le décor, et suite à cela, Shen décide de partir à sa recherche, de prendre la route, aussi avec une autre mission en tête, en plus de retrouver donc son neveu, c'est peut-être aussi voir et parler à l'ex-compagnon de sa collègue doctoresse. Bon, tout ça en un. Et il va donc vers... Enfin, à un moment, il avance et il traverse un village qui s'appelle Dangmei, un village où d'ailleurs pas mal de gens de son ethnie sont installés, les Miao. Les Miao sont aussi très installés à Kylie, et c'est de cette ethnie dont est originaire notre cher Bigan. Tout est lié, quoi. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire, Shen? Il va rentrer dans une forme d'errance, on ne sait pas trop, un rêve éveillé, une transe, et rencontrer des personnages qui ne devraient pas être là. Peut-être du passé, peut-être du futur, mais c'est très diffus. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'œuvre rentre dans une sorte de long plan séquence de 40 minutes avec un changement de format d'image très proche, caméra à épaule, qui vibre beaucoup, qui suit en mode quasi documentaire, mais on est dans un ailleurs, tout en étant dans l'ancrage d'une forme de réel. C'est assez bizarre. Et là, le film, pouf, sort de ses gonds. Bon, déjà avant, hein, dans l'exposition, on voyait la routine, comme ça, le présent, et après on rentre dans une sorte de passé, présent, avenir, un peu difficile à saisir, quoi.
Et c'est exactement, d'ailleurs, le principe de la sutra du... j'ai plus le truc en tête, là, bref, désolé, enfin, de cette idée bouddhiste, sutra du diamant, bouddhisme mahayaniste, là j'ai ça sous les yeux, j'avais quand même une petite note à côté parce que je m'y connais très peu, cette idée que les pensées sont en fait des non-pensées, oui, concept comme quoi les pensées du passé ne peuvent pas être retenues, la pensée du présent ne peut pas être gardée, et la pensée du futur ne peut pas être saisie. Voilà. Et c'est exactement l'image du film, qui joue sur cette temporalité indirectement, en étant ancré dans une sorte de présent assez réaliste, hein, pas naturaliste mais pas loin sur certains points, mais avec des échos. C'est-à-dire que dans la première partie, vous allez avoir des choses qui vont revenir dans cette seconde partie. Que ce soit les lumières qui clignotent avec le courant qui est peut-être en surtension, là, dès le début on a ça. On a aussi le ventilateur qui s'allume, qui s'éteint. Des voix off qu'en disons. Un moment de bascule, avant la bascule, avec un zoom sur l'oreille et une image de chaussures dans la rivière. Tout ceci reviendra après. N'allez pas chercher à comprendre, c'est pas important. Il faut saisir l'émotion et l'idée globale. Et se laisser transcender en fait par un film magistral comme l'est Un grand voyage vers la nuit, si on accepte les mêmes choses. Ça sort donc de la narration habituelle, ça fait du bien. Ce sont des films qui permettent aussi de se poser devant et de voir comment un cinéaste installe son univers. Et quand j'avais évoqué Stalker de Tarkovsky au début, évidemment qu'à un moment on a le personnage qui rentre dans sa zone. Il y a même des passages un peu avec une barque. Bon, bien sûr qu'il y a le fantôme de Stalker qui est là. Forcément, c'est son film ultime au metteur en scène. D'ailleurs, anecdote, il avait eu du mal à rentrer dedans, et puis il s'est laissé porter, et puis il s'est rendu compte du chef-d'œuvre. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire avec son cinéma. D'ailleurs, j'invite d'avance à celles et ceux qui n'ont peut-être pas aimé Résurrection de le revoir. Moi je dis ça, je ne l'ai pas vu, ce sera peut-être pareil pour moi, hein. Mais peut-être que c'est l'idée. Pas facile, comme ça, de prime abord. Ben, je suis content d'avoir vu Kylie Blues finalement, après avoir découvert Un grand voyage vers la nuit, sur lequel j'avais cogité, et eu cette discussion avec l'ami Desgadi que vous pouvez trouver en podcast. Et là, Kylie Blues m'a paru non pas plus évident, ou pas, enfin, peu importe, mais en tout cas, on voit que ce sont des films jumeaux, hein, bien sûr. Et cette idée d'espace, de temporalité, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre en scène quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut capter en tant qu'être humain. Des pensées et des rêves, entre les deux, voilà, des échos. C'est là où je parle de transcendantal, parce qu'on y est, hein. C'est du cinéma bouddhiste, tout simplement. Mais il y a aussi une réflexion sur la Chine, de cet endroit-là qui est à la fois dans la tradition du passé, d'une certaine façon, je crois qu'il y a des grottes minières et tout. La maison principale, alors je ne sais pas si c'est celle de Chen, mais je crois que oui, qui est adossée à une paroi de grotte, c'est assez fou ça, avec la télé posée dessus. À un moment, il y a un plan très long au départ, là, qui en dit long. Et justement, cette Chine d'antan, là, sur laquelle la Chine moderne s'est construite et faite. Donc, idée de modernité avec les technologies, c'est pour ça qu'il y a le courant à un moment qui comme ça. Hein, il y a quelque chose qui se fait ou pas. Vous pensez à David Lynch quand même, entre cette idée d'électricité, tout ça, même la télé posée là. Bon, c'est un peu hasard, hein, parce que c'est pas la même approche que Lynch sur l'ensemble, mais évidemment qu'on peut y penser. On peut y penser. De toute façon, déjà, entre Tarkovsky et Lynch, on pourrait penser à pas mal de choses. Il y en aurait des choses à dire sans se plaindre. Mais bon. Donc, il faut se laisser porter, mais en fait, quand tu arrives à un moment dans le film, tu te dis « Ah, tiens, ça me dit quelque chose, ça, avant. » Et donc, ça filme les gens. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que vous êtes dans un truc qui est presque hors du réel, mais on est dans le réel. C'est-à-dire que cette scène de séquence-là, longue de 40 minutes, est filmée, je l'ai dit, quasi en mode docu-fiction. On suit des personnages, c'est-à-dire qu'il y a des pas de côté, il y a des digressions absolues. Donc le gars avec un scooter, là, qui prend notre héros... Attention, ce monsieur, il a un tatouage de montre. D'ailleurs, le temps, hein, tatouage de montre, à un moment, il y a un plan sur une horloge, dans une voiture après, bon, ok. Ce tatouage aussi est un écho à ce qu'il y a avant, et je vous en dis pas plus là, mais vous verrez, c'est assez incroyable, comme quoi le film, sans dire frontalement les choses, exprime un petit peu son côté quasi irréel, surnaturel, fantasmé de rêve, on ne sait pas. Bon, moi, il s'endort quand même dans le train, mais l'idée du train, du tunnel, bon, il y a tout ça, hein, c'est l'idée du passage, bien sûr, qui va avec ces longs travelling qui suivent. Et la caméra d'ailleurs est un personnage limite qui accompagne les personnages. Et donc du coup, digression, on suit une femme, donc le gars en scooter, cette femme qui va aider à
couturière, mais je sais pas trop. Après, elle va prendre une barque où elle parle de Kylie en mode guide touristique parce qu'elle a envie de travailler à Kylie. Donc c'est marrant, on a notre héros qui vient de Kylie là, et elle aimerait partir à Kylie. Donc on est l'idée de cette boucle aussi qui va ensemble. Et donc des relations ou non entre ces personnages-là, et Shane qui va en ressortir évidemment de cette bulle quasi temporelle, quasi mystique, quasi on ne sait pas. Y est-il vraiment allé en fait dans cet endroit du moment où on le voit s'endormir dans le train et après s'y réveiller? Peut-être, peut-être pas. Et il y a cette voix off extraordinaire. Je me demande si c'est pas Bigal lui-même, après tout, qui fait la voix off, j'en sais rien, mais bon, ce sont ses poèmes en tout cas. C'est-à-dire qu'il a osé exposer pour la première fois ses poésies à travers cette œuvre. Des trucs qu'il avait écrits peut-être pendant des années, qu'il gardait ça en lui. Bon, il avait 26 ans au moment du tournage, et qu'il balance là, et peut-être que ce sont ses poèmes aussi qui ont inspiré ce film. Et du coup, il les met là. Et tu sais pas d'où vient cette voix off, exactement, de la tête du personnage principal, ou non. À un moment, tu as l'impression qu'il y a une lettre d'un de ses amis prisonniers aussi. Tu as aussi ce que dit la vieille médecin sur ce qu'elle rêve aussi. Alors du coup, c'est marrant parce qu'on pourrait être aussi dans son rêve au final. Peut-être qu'il pénètre dans le rêve qu'elle a fait, les rêves qu'elle fait elle. Peut-être, on ne sait pas. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que c'est bien de ne pas savoir des fois. Et il y a plein de trucs, voilà, visuellement parlant aussi. Cette projection de train là, façon film, mais comme si quelqu'un avait filmé un train et hop, le projecteur qui balance ça sur les murs, alors qu'on voit pas le projecteur en face. Bon, on se demande en fait si on n'est pas déjà rentré dans le rêve dès le début. C'est-à-dire que c'est une sorte de rêve dans le rêve peut-être ce film. Mais bon, en même temps, il y a un véritable cauchemar palpable là, donc sur la société chinoise qui évolue, sur le fait qu'on puisse vendre ses enfants, beaucoup de choses. Et puis évidemment les magnifiques panoramas de la ville de Kylie, les montagnes autour de ce village. Le retour aux origines donc ethniques du réalisateur, avec cette idée d'instrument aussi joué. J'ai plus le nom sous les yeux, j'avais noté ça dans un coin aussi, mais bon c'est pas grave. Donc tout est bien en fait. C'est-à-dire des petits trucs, des petits dialogues qui paraissent un peu secondaires au début, là, dans la première partie, mais en fait rien n'est secondaire, mais tout peut l'être. C'est vous qui voyez, c'est vous qui faites le tri en fait, et c'est vous qui prenez ce que vous avez envie de prendre dans un film comme ça. Faut pas chercher à tout saisir, d'ailleurs c'est insaisissable. C'est l'idée aussi de cette sutra là. C'est totalement impossible de tout comprendre et de tout avoir là. Et puis je sais pas si ce serait possible au bout de 4 ou 5 visionnages, peut-être, mais l'urgence est ailleurs. Là il faut vraiment profiter des images, de ce que ces images disent et racontent, et elles racontent ce qu'elles doivent raconter, quoi. Et je pense qu'il y a une forme d'universalité derrière, au-delà donc de ce que ça raconte sur la Chine et cet endroit de la Chine, sur les gens. C'est-à-dire que globalement aussi, on peut se laisser aller là-dedans. Voilà, qu'on soit bouddhiste ou pas, athée, autre religion, je pense qu'il y a quand même des ponts qui peuvent quand même nous prendre, quoi, nous saisir, voilà, même si beaucoup de choses sont insaisissables, nous on va être saisis par ce qui est insaisissable. Et c'est ça qui est beau. Donc Kylie Blues, voyez-le, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a du pur cinéma. La première scène, par exemple, ce panorama qui présente la ville avec la fête perpétuelle au fond, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de fêtes. Tout nous est présenté là. C'est presque ironique, il y a un peu d'humour par moment, quand cette femme, donc sur sa barque plus tard, nous fait le guide touristique de Kylie. On n'en avait pas besoin, mais là c'est drôle. Parce qu'on a déjà tout vu avant, en fait. Vraiment, on a vraiment vu le vrai décor. Et après, tu as la version Wikipédia de ce qu'elle raconte, parce qu'elle va vouloir bosser peut-être pour guider les touristes là-bas, je ne sais pas. Bref, ou pour bien connaître la ville, pour être sûr de bien s'y intégrer. C'est très amusant, mais voilà, on a pas mal de destins qui s'entrecroisent comme ça, et même de personnages très secondaires, mais qui méritent d'exister, comme c'est... Voilà, dans la Chine, il y a des gens comme ça, ils méritent tous d'exister, et malgré tout ce qui peut se passer autour. Malgré les pertes, malgré les problèmes du passé, malgré les problèmes du présent et les conséquences sur le futur. Kylie Blues, voyez-le, donc, et on vous conseille, enfin, je dis on parce que Desgadi, on avait fait ce duo, aussi son film d'après, Un grand voyage vers la nuit, et je verrai, je l'espère, en résurrection, le plus vite possible, en salle. Croisons les doigts, ou au pire, ça sera rattrapage en 2026, ça c'est pas grave, le temps, on fait ce qu'on veut. Quand on voit des films, on n'est pas obligé d'avoir tout vu le jour J, si c'est pas possible, c'est pas grave. Tant que ces œuvres existent et qu'elles sont visionnables autrement plus tard, eh ben on sera quand même content. Quand même, j'espère le voir au cinéma. Ça va sans dire. Allez, à vous la parole dans les commentaires, ce que vous pensez de ce Kylie Blues, du cinéma de Bigal, même si vous avez vu Résurrection, vous avez le droit de vous exprimer bien sûr là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.